Bonjour à tous. Alors, on est aujourd'hui là pour essayer de vous dresser un petit aperçu de l'ensemble des résultats qu'on a pu obtenir dans le projet qui se dénommait Prévention des risques liés aux pesticides chez les producteurs de pommes. Et ce projet visait plus particulièrement à faire un état des lieux et déterminer les actions à mener pour améliorer la protection individuelle des producteurs de pommes. Alors l'objectif général de ce projet, c'était de documenter le risque lié à l'utilisation des pesticides chez les producteurs de pommes québécois. Et afin de réaliser cet objectif, on a scindé cette étude en 3 parties. La première, c'était de dresser un état des lieux sur les équipements de protection individuelle associés à la protection chimique en agriculture. Donc là, ça visait à faire un état des lieux réglementaire, normatif, et puis une petite recension bibliographique sur l'efficacité des vêtements de protection contre les pesticides en milieu de travail. Deuxième partie qui était beaucoup plus axée terrain et producteurs de pommes, réalisée par Caroline Joly et Daniel Champoux, qui visait à dresser un portrait des contextes et des pratiques de travail des producteurs de pommes québécois. Donc ça, c'était basé sur beaucoup d'entrevues, beaucoup d'observations et la circulation d'un questionnaire auprès de cette population. Et enfin, un aspect un peu plus toxicologique et qui visait à déterminer les pesticides pour lesquels on devrait se protéger prioritairement en production de pommes. Alors rapidement, si on parle du contexte réglementaire qui concerne les pesticides au Québec, il faut regarder des deux côtés, le volet provincial et le volet fédéral, pour essayer de voir l'ensemble des textes. D'abord, au niveau fédéral, c'est la loi sur les produits antiparasitaires qui va être le texte principal. C'est à l'intérieur de ce texte qu'on parle d'homologation, en quelque sorte d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Et c'est aussi grâce à ce texte qu'on va déterminer les recommandations en termes d'équipement de protection individuelle. C'est un peu différent des autres types de contaminants au Québec, où on se réfère souvent à l'annexe 1 pour avoir des valeurs limites d'exposition et au guide, par exemple, des appareils de protection respiratoire pour déterminer le bon appareil de protection respiratoire. Du côté québécois, les textes classiques s'appliquent sous certaines conditions, la loi sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que le règlement sur la santé et la sécurité au travail. Mais du côté des textes spécifiques aux pesticides, on peut notamment citer la loi sur les pesticides et puis les textes qui s'en réclament, notamment le code de gestion des pesticides et le règlement sur les certificats. Donc à travers tous ces textes, on arrive à avoir des mesures SST, hors LSST et RSST, des notions sur la classe de pesticides et sur les certificats, c'est-à-dire les autorisations de manipuler, de vendre des pesticides et de les pulvériser. Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de texte spécifique à la santé, sécurité au travail et aux pesticides, tel que le Worker Protection Standard qui existe aux États-Unis. Rapidement, on essaie de regarder quelles étaient les données concernant la mesure d'exposition aux pesticides en milieu agricole, puis on s'est rendu compte qu'elles étaient assez limitées. On regarde la production de pommes, on a à peu près une quinzaine de données, mais qui datent de 1975 à 2017, provenant de différents endroits dans le monde, attachées à la mesure de différentes molécules. Donc il n'y a pas beaucoup de données en général et à la fois spécifiques à la production de pommes. On a regardé aussi du côté des données des maladies et lésions professionnelles indemnisées par la CNESST, puis il y en a très peu de cas répertoriés. Alors on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi. Et on s'est rendu compte aussi en regardant la littérature que la sous-déclaration, bien qu'elle soit réelle pour tout un tas de milieux de travail, elle est particulièrement vraie pour le milieu agricole. Et puis selon la nature des exploitations, est-ce qu'on a des salariés ou pas, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui ne sont pas tenues de cotiser à la CNESST et à ce titre, tout ce qui peut se produire dans ces exploitations n'est pas enregistré. Alors dans le cas particulier des producteurs de pommes, grâce à notre questionnaire, on a pu voir que c'était une proportion inférieure à 25% des producteurs de pommes qui souscrivaient à la CNESST. Et enfin, quand bien même il y aurait des symptômes associés à l'exposition aux pesticides, ces symptômes ne sont pas spécifiques. Et peut-être que les médecins qui suivent les travailleurs ne sont pas spécialement formés à détecter des symptômes et les associer aux pesticides. Et enfin, l'agriculture, ce n'est pas un secteur prioritaire au Québec, et donc à ce titre, le réseau public de la santé au travail n'effectue que très peu d'interventions dans ce milieu-là. Alors avant d'embarquer dans la protection individuelle, je voudrais quand même aborder, selon la hiérarchie des moyens de prévention de l'exposition, la prévention à la source, donc qui vise soit à éliminer, soit à substituer le danger. Donc tout ça, c'est examiné dans le processus d'homologation au Canada. Donc je vous ai mis là sur l'écran l'espèce d'équation qui va nous aider à comprendre comment on va diminuer le risque. Donc soit on va diminuer ou éliminer le danger, ce qui va nous amener à un risque zéro, ou alors soit on va essayer de mitiger l'exposition, auquel cas on va aussi diminuer le risque. Donc dans l'homologation, on va regarder un petit peu les risques à l'environnement, les risques à la santé humaine, et puis bien sûr la plus-value agronomique.
Puis en regardant toutes ces données, on va essayer de dire oui, on peut mettre sur le marché ce pesticide, mais sous certaines conditions d'exposition. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un scénario d'exposition qui est inclus dans l'espèce de modèle qui permet d'évaluer l'exposition à l'Agence de réglementation et de lutte antiparasitaire qui dépend de Santé Canada. Donc là, j'ai choisi le scénario 5A qui consiste à préparer une bouillie à partir de poudre mouillable. Donc ce tableau, il vous répertorie un petit peu l'exposition selon la zone corporelle et en fonction de la protection qu'on choisit. Donc la première ligne, vous voyez que c'est single layer no gloves, donc une couche de vêtements, manches longues, pantalon long, sans gants. Et puis on peut voir que, par exemple, si on regarde les mains, vous avez une exposition, peu importe l'unité, de 7862. Et puis si on passe de la ligne 1 à la ligne 2, c'est-à-dire qu'on va rajouter un équipement de protection individuelle, en l'occurrence des gants, ben on va couper cette exposition par un facteur 99,5%. C'est que ça, c'est basé sur des mesures d'exposition réelles. Déjà, on fait la préparation avec gants, sans gants, puis on a comparé l'exposition. De la même manière, si on passe d'une couche simple avec des gants et si on rajoute cette fois-ci alors un coverall, qui veut dire combinaison, ou chienne dans le langage un petit peu plus commun, on voit qu'on abat la concentration, cette fois-ci, du corps par un facteur de 75%. Si vous regardez toujours cette partie un peu plus dans le détail, on se rend compte que ce 75% n'est pas un facteur expérimental mesuré sur le terrain, mais un facteur arbitraire. De la même manière, si on change cette combinaison pour une combinaison résistante aux produits chimiques, le facteur d'abattement passe de 75% à 90%. Et là encore, c'est un facteur standard arbitraire qui n'a pas été, dans ce cas-là, mesuré expérimentalement. Donc ça montre l'importance ou le poids qui pèse sur les EPI quand on autorise l'utilisation d'un pesticide. C'est sur ces données et puis bien sûr d'autres données toxicologiques que l'ARLA se base pour dire ok, on va pouvoir utiliser un pesticide dans ces conditions d'application avec ces EPI-là. L'autre aspect pour les producteurs de pommes de la prévention à la source, c'est la substitution et donc la production fruitière intégrée. Dans leur cas, si on comparait leur pratique d'il y a 15 ans à celle de maintenant, la pulvérisation a beaucoup changé dans le temps. C'était lié à un calendrier constant, quelles que soient les années. Maintenant, on va faire de la pulvérisation beaucoup plus ciblée grâce à un dépistage qui est fait en amont de la pulvérisation. Et puis quand on doit pulvériser, on va essayer de comparer les pesticides qui pourraient faire la job et prendre celui qui est classé comme à moindre risque. Donc avec le questionnaire, on a pu un petit peu regarder dans quelle régie de production se situait l'ensemble des producteurs de pommes du Québec et on se rend compte qu'ils sont à peu près à la moitié sous la régie PFI, 30% conventionnelle, et puis le restant, soit autre et combinaison, ça veut dire soit production biologique, soit une combinaison de PFI, de biologique ou de conventionnel. Maintenant, quand on regarde comment ils sélectionnent les pesticides, on se rend compte que c'est l'efficacité qui reste malgré tout le paramètre principal. Alors, on peut être efficace et compatible avec la PFI, donc ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté la PFI, mais vraiment l'efficacité est importante et pour une raison simple, c'est qu'il y a des contraintes économiques très fortes qui nous ont été rapportées par les producteurs. En gros, on va sortir de l'argent toute l'année et puis au moment de la récolte, c'est là qu'on va refaire notre trésorerie. On n'est pas prêt à risquer notre exploitation pour le mauvais choix d'un pesticide. Enfin, il y a aussi des contraintes environnementales qui sont assez importantes au Québec. Alors, pour en citer quelques-unes, il y a des nouveaux ravageurs qui semblent apparaître ces derniers temps. Il y a un historique aussi à travers la production de pommes où on a privilégié une seule variété de pommes qui est peut-être plus sensible à certains ravageurs. Ça, c'est aussi en train de changer. On s'est rendu compte que les vergers étaient aussi très très concentrés dans certaines régions, ce qui favorise peut-être l'arrivée de ravageurs, et puis aussi dans des zones humides à proximité de forêts, par exemple. Donc oui à la production fruitière intégrée, mais on va dire que ce n'est pas 100% PFI ou 0% PFI. Les producteurs de pommes se situent souvent entre les deux, je dirais, et le cahier des charges PFI est adopté au fur et à mesure du temps. Deuxième étape de la maîtrise de l'exposition, les mesures d'ingénierie. On va focaliser d'abord sur les pulvérisateurs. Donc vous voyez quelques photos ici avec en rouge des zones d'exposition. Ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est que le remplissage est une source d'exposition potentielle importante, tout simplement du fait de la manipulation de formulation concentrée à la base, et puis de la dilution avec des boyaux qui n'ont souvent pas de régulation de débit, ce qui entraîne souvent des éclaboussures, des débordements et bien sûr de la mousse, qui va contaminer la surface extérieure, par exemple, du pulvérisateur. Si vous combinez à ça le fait qu'il y ait très peu de marchepied ou pas de système intégré pratique pour éviter le contact du corps avec le pulvérisateur, on va générer une exposition potentielle. Alors il existe des systèmes de transfert fermés, c'est-à-dire où on va injecter la matière active concentrée dans une petite boîte puis elle va être mise directement dans le pulvérisateur, mais c'est très très peu utilisé.
De la même manière, on peut se poser la question s'il y a eu du travail ergonomique de fait pour voir le positionnement de l'ouverture. La deuxième mesure d'ingénierie, puis je dirais que c'est la mesure phare en agriculture, c'est l'utilisation des tracteurs cabines. Alors je passerai sur l'aspect normalisation qui est vraiment défaillant. Je dirais que les producteurs de pommes sont encouragés à en acheter. Maintenant, derrière le vocable tracteur cabine peut se cacher tout un tas de tracteurs cabines différents. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il y avait là aussi des problèmes d'ergonomie. Alors on a entouré sur ces différentes photos les fuites qui pourraient compromettre justement l'atteinte de la protection optimale qui pourrait être associée au tracteur cabine. Donc tout ça, ça impacte la pression positive à l'intérieur d'une cabine et puis ça peut laisser place à la pénétration du nuage de pulvérisation à l'intérieur. Je dirais également qu'il y a des trucs tout bêtes comme l'inefficacité des essuie-glaces là, qui, quand le pare-brise est beurré, selon le vocable utilisé, sont totalement non fonctionnels et qui obligent les producteurs de pommes à ouvrir et puis à nettoyer avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Des buses également qui peuvent se boucher lors de la pulvérisation amènent à rentrer et à sortir de la cabine, ce qui favorise la contamination intérieure. Du point de vue des types de filtres, on se rend compte que l'accès à l'information est assez difficile et puis le coût associé à ces filtres est important. Là, je vous ai mis les différents types de filtres qui sont utilisés par les producteurs de pommes et on se rend compte qu'il n'y en a que 26% qui utilisent le meilleur type de filtre. Enfin, même si c'est la mesure phare recommandée, la pulvérisation, c'est qu'une des tâches exposantes en agriculture. On a parlé tout à l'heure de la préparation, mais il y a aussi le nettoyage et puis les tâches de réentrée. On en arrive enfin aux EPI. Là où je vous rappelle que l'étiquette, c'est la loi. C'est-à-dire que ce qui est inscrit sur l'étiquette doit être suivi. C'est ce qu'on appelle la conformité. Et si on ne suit pas ce qui est écrit sur l'étiquette, on n'est pas garant d'un risque d'exposition acceptable. Alors on va regarder un petit peu les messages types qui sont sur ces étiquettes. D'abord, du point de vue de protection respiratoire, c'est un message qui, je dirais, est un petit peu daté, où il y a des choses qui n'existent plus trop. Et le message pourrait être, disons, plus clair ou porter moins à équivoque quand il s'agit de choisir la bonne nature de protection respiratoire. Si on regarde ensuite du point de vue de la protection cutanée, donc du moins protecteur au plus protecteur, le moins protecteur, ça consiste à vêtir une chemise à manches longues et un pantalon long. Alors, ça a l'air clair comme recommandation, mais rien de plus différent qu'un pantalon et un autre pantalon en termes de nature du matériau, en termes d'épaisseur, en termes de densité. Et tous ces paramètres que je viens de vous citer impactent le facteur de protection. C'est le même problème pour la définition d'une combinaison. En effet, il y a autant de combinaisons que de fabricants, autant de matériaux différents, et ça pose un problème sur le niveau propre à chacune des combinaisons utilisées. Et enfin, le niveau le plus résistant, c'est la combinaison résistante aux produits chimiques. Alors ça, c'est le genre de vêtement dit taille chem, pour ne citer qu'un des fabricants. Le problème majeur, c'est que ce genre de matériau est bien testé pour résister à des pulvérisations, qu'elles soient plus ou moins puissantes, mais il n'est pas testé avec des formulations de pesticides. Donc ça laisse une petite place à l'incertitude quant à leur efficacité. On a posé la question suivante aux producteurs de pommes, c'est-à-dire quelles étaient leurs sources d'informations quand il s'agit de choisir un équipement de protection individuelle. Alors, sachant que l'étiquette est la loi, vous vous rendez compte que finalement, il y en a très peu qui consultent cette étiquette et qui se basent sur cette étiquette pour choisir leur EPI. Ils se basent plutôt sur, je dirais, leur environnement proche des personnes ou des informateurs clés qu'ils voient assez souvent. Une petite restriction, là, on se base beaucoup sur les vendeurs de pesticides. Je me garderai une petite gêne pour élargir ça à l'ensemble des producteurs agricoles, sachant que pour ce qui est de la Montérégie et puis des Laurentides, les vendeurs de pesticides qu'on a rencontrés étaient d'anciens producteurs de pommes. Donc il y avait un petit lien de confiance spécifique dans ce cas-là avec notre population. Et puis enfin, les clubs d'encadrement technique, ce sont des agronomes qui circulent à travers, sur les exploitations pour donner des conseils quant à la lutte antiparasitaire. Donc ces personnes-là sont aussi des informateurs clés, mais ils n'ont pas de formation spécifique en équipement de protection individuelle. Et je soulignerai 3 autres intervenants qui seraient plutôt dans d'autres milieux de travail les intervenants habituels quand il s'agit de parler de prévention, notamment la CNESST et puis le réseau de la santé au travail. On se rend compte que ces deux-là sont très peu consultés en ce qui concerne les EPI. Et alors, il n'y a pas d'association sectorielle paritaire en agriculture, mais je dirais que le milieu, l'UPA, n'est pas très consulté non plus quand il s'agit de parler d'EPI. Résultat en termes de pratique. Alors, du point de vue de la protection, du type de protection respiratoire utilisé, on se rend compte que ce qui est recommandé sur les étiquettes n'est utilisé que par 18% des producteurs de pommes. On n'a pas trop poussé la question des tests d'ajustement pour savoir si on atteint le niveau de protection requis ou escompté en protection respiratoire. On comprend que ce n'est pas trop dans la culture de faire ce genre de test d'ajustement. La question du calendrier de changement des cartouches non plus a été un petit peu évoquée dans
dans le questionnaire, mais il n'y a pas de recommandation très claire aussi du niveau de la prévention. Du point de vue des gants, alors on a demandé quel était le matériau privilégié par les producteurs. On se rend compte que c'est souvent le nitrile. Et puis il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi est fait leur matériau, sachant qu'il n'y a pas un seul matériau qui va protéger contre l'ensemble des pesticides utilisés. Je dirais qu'aux États-Unis, on est plus clair dans les recommandations. On recommande un matériau. C'est peut-être un petit peu mieux, je dirais, mais il y a d'autres techniques, d'autres approches qui sont en train de se développer actuellement. De la même manière que pour les EPI, on les utilise quelques fois, de manière variable selon les étapes de travail, et le calendrier de changement est très variable selon les producteurs. Sachant que le terme qu'on avait employé, usé dans le questionnaire, laisse place à une interprétation qualitative de la part des producteurs. Est-ce que c'est quand il est un petit peu déchiré ou quand il est un petit peu aminci? On n'a pas la réponse à cette question. Après ce constat, on a pu faire se dégager quelques pistes de solutions. La première chose qui nous est apparue, et ça concerne les vêtements de protection, c'est la désignation claire. On a des recommandations à faire. Il faut être certain qu'elles soient bien comprises par les producteurs sur le terrain et qu'on parle bien de la même chose. Alors l'idée, ça serait de faire coïncider les vêtements qui ont été testés dans les études insérées dans le processus d'homologation avec ceux qui sont utilisés sur le terrain. De ce manière-là, on va réduire l'incertitude sur l'efficacité des vêtements de protection utilisés sur le terrain. Et bien sûr, les étiquettes elles vont servir de vecteurs pour s'assurer que la conformité est optimale. Le seul moyen pour essayer de désigner de manière claire les vêtements à utiliser, c'est le recours à la normalisation. Là, vous avez un petit tableau qui résume les exigences de performance de la norme ISO 27065 qui traite justement des vêtements de protection contre les pesticides. Alors, rapidement, là, vous avez différents niveaux de risque associés à différents travaux associés à la manipulation de pesticides. Donc, du moins risqué au plus risqué, de 1A à 3. Et puis, selon ce niveau de risque, on va avoir des exigences relatives à la fois aux matériaux, aux coutures et aux vêtements entiers différentes. Plus le travail est risqué, plus les exigences de performance vont être élevées. Et tout ça, c'est testé par des méthodes d'essai normalisées. Donc ça, c'est, je dirais, une façon claire de parler de la même chose du côté de l'homologation et du côté du terrain quand les producteurs doivent choisir un vêtement chez leurs vendeurs. Et je dirais aussi peut-être qu'il y a quelque chose à regarder du côté des pratiques. Est-ce que ce qui est fait sur le terrain en conditions réelles de travail est représentatif de ce qui est fait dans les études d'homologation ou vice-versa? On a un petit doute à ce sujet dans le sens où sur le terrain, il y a beaucoup moins de paramètres qui sont contrôlés. Donc l'idée, ça serait de voir, de mener des expositions en conditions non contrôlées sur le terrain avec des vêtements certifiés. Ça nous permettrait peut-être de comparer les niveaux d'exposition en terrain et puis dans des études dites contrôlées pour voir s'il y a des différences et à quoi sont dues ces différences. Ça permettrait d'ajouter de la robustesse à l'évaluation de l'exposition et donc à réaliser une meilleure évaluation des risques. Si on garde en tête l'idée de faire une telle étude et aller sur le terrain, on a prévu de prioriser quelques molécules à mesurer sur le terrain. Donc à travers des données de questionnaire, c'est-à-dire les fréquences d'utilisation des pesticides, quand je dis pesticides, c'est soit le principe actif, soit la formulation commerciale, à partir de données de perméabilité cutanée, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le pesticide va traverser la peau, sachant qu'on l'a considéré comme voie d'exposition majoritaire. Et puis à travers des données de toxicité systémique, on ne parle pas de petites irritations sur la peau, là. Donc toxicité systémique et puis dose de référence telle que l'AOEL, Acceptable Operator Exposure Level, une donnée provenant de l'Union européenne. On a essayé de voir comment on pouvait prioriser ces molécules. Et le classement qu'on obtient, voici pour les fongicides, donc le captane, la trifloxystrobine, pyriméthanil, pentiopyra, déciprodinil. Donc ça serait les 5 fongicides à prioriser d'après notre indice de risque, qui en a assez balbutiement, je dirais, qui peut sans peine être amélioré, sachant que le captane est actuellement en réévaluation et qui pourrait être retiré du marché. C'est un dossier en cours. Et enfin, du côté des insecticides, on retrouve de manière générale la famille des organophosphorés, avec le phosmète ici et puis le diazinon. La famille des pyrétrinoïdes, donc, qui remplace les organophosphorés avec la deltamétrine et la lambda-cyalotrine. Les carbamates sont également représentés avec le carbaryl et enfin le spiridiclofène. Donc là, on a parlé de désignation claire,
d'études à mener pour s'assurer que les vêtements certifiés pourraient être efficaces en études terrain. Maintenant, il faut encore que ces vêtements soient portés sur le terrain. Ils ne sont pas portés de manière systématique. C'est difficile d'évaluer correctement si le port est suffisant ou pas, sachant que dans toutes les études bibliographiques, on ne juge pas de la conformité, mais on pose des questions dans un questionnaire au sens large sans regarder si, pour une molécule en particulier, il faut toute une panoplie de pays ou un seul. Donc on n'a que des réponses assez larges à ce sujet dans la littérature. Maintenant, on sait qu'on a pu observer qu'ils ne sont pas portés de manière systématique et rigoureuse. Et on se dit peut-être qu'à travers la formation, ça pourrait être amélioré. Et une des choses qui pourrait être prise en compte pour améliorer ça, ce serait la perception du risque. Je présente deux graphiques. Le premier sur la gauche, ça montre un peu comment varie l'utilisation de pays en fonction de la famille de molécules utilisées. On se rend compte que ce sont les insecticides pour lesquels on porte le plus de pays et pour les herbicides le moins. Alors il y a comme une croyance au sein des producteurs de pommes que les fongicides sont beaucoup moins dangereux que les insecticides. Il y a peut-être des choses comme ça à battre en brèche auprès des producteurs. Et puis enfin, du point de vue de l'exposition, on se méfie beaucoup de l'ingestion et de la voie respiratoire, alors que les données de la littérature montrent que c'est la voie cutanée qui est la voie majoritaire d'exposition. Donc ça, ce sont deux choses sur lesquelles on pourrait jouer pour essayer d'encourager le port de pays et améliorer le taux de conformité des producteurs. Ensuite, pour finir, quelques autres pistes sur lesquelles on pourrait travailler pour améliorer cette prévention. Du point de vue de la production fruitière intégrée, certains pays la rendent obligatoire. Alors, est-ce que c'est une piste à suivre? La question est ouverte. Dans le cahier des charges PFI, il y a une grosse section qui porte sur la protection de l'environnement, mais la partie SST est encore un peu réduite. On pense peut-être qu'en gonflant cette partie SST, ça pourrait améliorer les pratiques des producteurs de pommes, mais d'autres producteurs également. Ça revient à dire en gros que les considérations environnementales sont importantes, les conditions SST aussi. Peut-être qu'on pourrait faire une approche commune pour les faire respecter les deux. Je vous ai parlé des informateurs clés qui seraient comme des véhicules, des porteurs de messages dignes de confiance, voir comment on pourrait les employer, si c'est possible de les employer pour améliorer les pratiques SST. Enfin, le régime des certificats. Alors actuellement, on a le passage d'un examen obligatoire, mais la formation à suivre n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on devrait faire suivre cette formation de manière obligatoire? Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la partie SST de cette formation en faisant peut-être baisser la partie agronomique, sachant qu'encore une fois, les producteurs sont très bien encadrés sur le terrain? Enfin, chez les vendeurs de pays qu'on a pu visiter, il y a très peu de choix en tant qu'en vêtements, qu'en appareils de protection respiratoire. Et ça ne contribue pas à augmenter le port des EPI. Finalement, alors les suites, il y a un projet PESTO2 dont le rapport sera bientôt déposé, qui vise à identifier les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle au port des vêtements de protection chez les producteurs de pommes. Un projet numéro 3 qui est en cours de gestation, en cours d'élaboration, et donc qui traitera de l'efficacité de terrain de vêtements certifiés en utilisant les molécules prioritaires qu'on a utilisées. Il y a une programmation de recherche pesticides à l'IRSST qui est programmée pour être déposée en 2019. Et puis enfin, l'IRSST participe au consortium international de recherche et développement sur les vêtements de protection contre les pesticides qui vise à partir d'une approche globale, à avoir des solutions locales adaptées à chacune des populations de producteurs agricoles. Si je devais conclure très rapidement, je dirais que la prévention à la source, c'est difficile en agriculture. Ça relève d'autres choses que de la santé et sécurité au travail. Je dirais que c'est un problème de société. C'est difficile de l'aborder que du point de vue de la SST. Je dirais qu'on pourrait améliorer l'évaluation des risques ou réduire l'incertitude sur l'évaluation des risques quand on parle de port de pays et de recommandations de pays. Et la conclusion finale, je dirais que il n'y a pas le choix que d'avoir à peu près tous les détenteurs d'enjeux autour de la table pour résoudre ce problème de santé et sécurité de travail concernant les pesticides en agriculture. Merci.